Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de la revue de presse. Comme convenu, nous traiterons exclusivement de questions internationales, mais il ne faut jamais oublier que c'est bien la géopolitique qui dicte à la politique et qui elle-même dicte à l'économie. Donc la géopolitique est au cœur de tout ce que nous vivons et de tout ce qui se passe dans la politique de notre pays. Alors, si vous aimez ce que nous faisons, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, et puis, si vous pouvez le faire, n'hésitez pas, en cliquant sur le lien sous la vidéo, de faire un petit don de 5 € qui nous permettra de continuer à faire ce que nous faisons et de le faire de mieux en mieux, si c'est possible. Allez, au sommaire d'aujourd'hui, on va parler de la Chine, des élections à Taïwan, des conséquences sur le détroit de Taïwan, de l'alerte par Pékin de l'expansion militariste américaine en mer de Chine, de l'offensive chinoise sur les terres rares et les batteries, qui est un vrai piège chinois, le sommet des pays du Sud, la situation conflictuelle des Houthis avec la situation conflictuelle par rapport aux Houthis au Yémen qui pourrait tourner à un conflit, l'exercice de l'OTAN, Steadfast Defender, l'effondrement de l'économie européenne et en particulier de l'économie allemande, le Conseil européen extraordinaire du 1er février 2024, le Tchad qui est en train lui aussi de basculer pro-russe, Trump qui a quasiment gagné la primaire des Républicains, et enfin, le magnifique sommet de Davos. Alors on ne pouvait pas commencer cette revue de presse internationale de janvier sans parler de l'excellent livre d'Emmanuel Todd, La défaite de l'Occident, que vous pouvez vous procurer à Gallimard si ce n'est pas déjà fait. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à courir aller l'acheter. D'abord, c'est le dernier livre d'un de nos plus grands intellectuels. C'est la somme d'une véritable pensée de toute une vie de travail. D'autant plus intéressante que c'est celui qui avait prédit dès 1976, et en trouvant les bons paramètres, la fin de l'URSS. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Emmanuel Todd est un historien du temps long. Il s'inscrit dans l'école des annales. C'est un anthropologue, un sociologue. C'est également un statisticien. Il a une vision large des sciences sociales, tout en se basant sur des outils très durs, très concrets, qui lui permettent au travers des innombrables informations qui nous assaillent tous, de voir un chemin. Et le chemin qu'il voit, peut-être pas tellement suite à la guerre en Ukraine, mais plutôt la guerre en Ukraine est le révélateur, non pas d'une victoire de la Russie, mais réellement d'une défaite, ou plutôt d'un effondrement de l'Occident sur lui-même en raison de ses propres errements. Et c'est ce qu'il décrit dans ce livre. Tout cela dans un contexte en cours de retournement du monde, de réorganisation de la mondialisation, de transfert de pouvoir, de fin de l'hégémonie américaine, d'incapacité de l'Occident, en particulier de l'Europe, largement vassalisée par les États-Unis, d'accepter ce renversement du monde et de se trouver un destin en soi, en propre, soit chaque nation pour elle-même, soit l'Europe pour elle-même, l'Europe européenne, l'Europe des nations, telle que le voulait le général de Gaulle. C'est un monde où les BRICS deviennent plus puissants, où on a un transfert du pivot du monde de l'Atlantique vers l'océan Pacifique. Bref, énormément de choses sont en train de se dérouler. Et comme tout grand mouvement de tectonique des plaques, dans la physique, ça provoque des tremblements de terre, des tsunamis, des volcans. En géopolitique, ça provoque des conflits. Alors, on a le conflit terrible en ce moment en Palestine entre Israël et le Hamas à Gaza, dont nous ne parlerons pas cette fois car ce sera trop long. On y reviendra dans un prochain épisode. Le conflit qui dure maintenant depuis quasiment 2 ans en Ukraine, qui est
qui n'est peut-être pas central, mais qui est le révélateur de ce changement du monde. Alors, ce qui est intéressant avec ce livre, c'est c'est la manière dont il a été accueilli par les médias de masse assez classiques qui ont du mal à dépasser la vision du monde qu'ils ont préconisée après l'effondrement de l'URSS. Alors, je pense spécifiquement à Libération, ou Le Monde, ou LCI. Enfin, vous voyez ce genre de médias qui, bien évidemment, ont qualifié la défaite de l'Occident de Todd de livres soit poutinophiles, soit d'agents du Kremlin, soit tout un tas d'inepties qui n'ont aucun sens, et qui montrent souvent qu'ils n'ont même pas ouvert le livre et pas lu ce qui est écrit. D'ailleurs, il faut le rappeler, Emmanuel Todd est un très grand américanophile, puisqu'une partie de sa famille est en Grande-Bretagne et aux États-Unis, civilisation dont il est le plus proche, évidemment, après la France. Alors, le problème de tous ces gens-là qui ne supportent pas ce que décrit Emmanuel Todd, qui le fait quelque part on pourrait dire comme un lanceur d'alerte, alors plutôt que de se pencher sur ses écrits, eh bien, vont le brocarder. Et on pourrait citer Albert Einstein. Ce sont des gens qui, si les faits ne correspondent pas à leur théorie, préféraient que les faits changent. Et c'est ce que l'on voit malheureusement dans l'analyse en cours, le plus souvent, sur la guerre en Ukraine, eh bien, c'est que les faits sont changés face aux faits réels, et ce qui fait qu'on ne comprend pas très bien ce qui nous arrive. Eh bien, on va y aller maintenant avec différents sujets, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en ce début d'année 2024. Et bien évidemment, nous recevrons dans quelques temps Emmanuel Todd qui viendra lui-même exposer son livre et on pourra lui poser des questions. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions. Les questions pertinentes, je les reprendrai et je les poserai directement à Emmanuel Todd. Allez, on est parti. Le 13 janvier dernier, se sont tenues les élections présidentielles à Taïwan et c'est le parti dit indépendantiste, le parti démocrate progressiste, qui l'a emporté avec son candidat William Lai. Alors, il l'a emporté, mais pas tant que ça. 40% des électeurs, sachant que les deux qui le suivaient ont fait 33 et 26%, c'est-à-dire 60% tous les deux, et que les deux étaient sur la même ligne, c'est-à-dire une ligne du Kuomintang, plus proche de la Chine, mais ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Donc, n'ayant pas réussi à se mettre d'accord, c'est le parti démocrate progressiste qui l'a emporté. Alors le problème, c'est que la Chine ne l'a pas très très bien pris, car derrière ce parti, eh bien, les États-Unis attissent le feu et tendent depuis maintenant plus d'un an de sortir de la ligne qui a toujours été celle préconisée par la France et qui était celle des États-Unis, c'est-à-dire une Chine deux voies. Et considérant que la Chine continentale et Taïwan allaient se réunifier un jour, ce qui est le projet toujours des Chinois pour 2049. Bien évidemment, ce serait une catastrophe si les différences étaient à tisser à un point tel, eh bien que on rentre dans une nouvelle zone de conflictualité. Le problème, c'est que, et justement, comme le décrit Emmanuel Todd, c'est que face à des néoconservateurs en perte de vitesse et d'effet aux États-Unis, face à une série de revers, l'Afghanistan, l'Ukraine qui se passe très très mal, les échecs finalement en Irak, en Libye, le recul de la France en Afrique, on est une réaction de nervosité d'un empire hégémonique qui ne supporte plus, qui ne supporterait pas de perdre justement cette hégémonie. Et c'est bien cela qui est le danger supplémentaire dans le monde. D'ailleurs, Pékin a récemment alerté sur le déploiement de l'armée américaine en Asie-Pacifique. Par exemple, Washington est en train de réhabiliter un aérodrome dans le Pacifique sur l'île de Tinina, à 200 km au nord de Guam, dans le but de déployer des avions qui permettront,
officiellement de faire face à la menace chinoise. Bon, il faut savoir que cet aérodrome a été utilisé pour lancer les bombes atomiques sur le Japon. Il a une portée symbolique dans la région qui est assez forte. Et évidemment, c'est une mise en tension. De son côté, l'armée chinoise surveille de très très près les activités américaines dans la région et n'est pas prête du tout à lâcher ce qu'elle considère être comme sa mère. Elle s'appelle d'ailleurs la mer de Chine. Sa sécurité et sa souveraineté sur cette partie du monde. Donc on est à nouveau dans une situation de conflictualité et force est de reconnaître que là encore, contrairement à ce qui est souvent dit par une certaine propagande atlantiste, c'est bien les États-Unis qui poussent au crime. D'ailleurs, les États-Unis on s'écarte de la Chine, mais on est dans la même logique. Les États-Unis viennent d'annoncer qu'ils pourraient déployer des armes nucléaires en Grande-Bretagne en cas de menace de la Russie. Donc, on est en train de pousser les jetons nucléaires de manière très dangereuse. Pour rappel, et c'est important de s'en souvenir, c'est sous Barack Obama, en mai 2012, au sommet des chefs d'État de l'OTAN qui s'est tenu à Chicago, qu'a été lancée la politique du bouclier antimissile. C'est-à-dire des missiles antimissiles intercontinentaux posés en Pologne, en Roumanie, avec des radars en République tchèque. Officiellement, à l'époque, c'était pour faire barrage à des missiles intercontinentaux iraniens qui n'existaient pas. Bien évidemment, c'était pour relancer la course aux armements face à la Russie qui, depuis, l'a très très mal pris. Donc là aussi, tout en sortant en plus des traités de non-prolifération nucléaire, on a eu une mise en tension des États-Unis qui continue en ce moment en mer de Chine. Ce qui ne veut pas dire que la Chine n'ait pas elle-même des visées hégémoniques. Et on va le voir, elle a frappé comme le scorpion avec sa queue de manière tout à fait inattendue. Et force est de constater qu'elle a surtout profité d'une relative nullité des dirigeants occidentaux, d'une impréparation et d'un hubris formidable. De la même manière que les Russes, comme le dit Emmanuel Todd, plutôt que de gagner, ont profité d'un hubris occidental couplé à une très 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 mauvaise préparation et à une manière un peu néocoloniale de voir le monde. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les Chinois nous ont mis dans un piège dont il va être très très difficile de sortir. Les Chinois ont pris une décision importante qui est d'interdire l'exportation de technologies liées aux aimants à base de terres rares. Et cette mesure, annoncée comme ça, va affecter plusieurs secteurs, notamment celle des voitures électriques, des éoliennes, de l'électronique grand public en général. Il faut savoir que c'est la Chine qui produit 90% des terres rares raffinées mondiales et qu'elle a déjà interdit l'exportation de technologies d'extraction et de séparation de ces matériaux critiques. Donc là, on a un monopole chinois et qu'on a laissé aux Chinois s'installer. Or, les terres rares sont essentielles dans la plupart des industries contemporaines. Ça représente environ 10% de l'économie mondiale et il n'y a pas de haute technologie sans terres rares. Donc c'est un vrai piège qui se referme, mais qu'on a bien voulu nous mettre nous-mêmes en place. Et d'ailleurs, la Chine, d'une certaine manière, punit notre arrogance, on peut le dire ainsi. On a toujours considéré que, un peu comme avec l'Afrique, qu'il y aurait une forme d'arriération de ce pays, qu'il serait bon à reproduire des produits manufacturés de seconde catégorie, et que la haute technologie serait toujours occidentale, qu'on aurait toujours un coup d'avance. Or, on voit bien que c'est depuis longtemps que nous n'avons plus un coup d'avance, que la Chine produit beaucoup plus de scientifiques, de chercheurs et d'ingénieurs que l'Occident, très très loin devant. Il en va de même pour l'Inde. Je rappelle, on reviendra là-dessus, mais l'Inde est rentrée et est une des quatre nations cadres spatiales. L'Europe ne l'est plus. Et c'est l'Inde qui a réussi à poser un aéronef
sur la face cachée de la Lune. Même les Russes n'ont pas réussi. Donc ces nations colorées, qui furent anciennement colonisées ou dominées, se sont depuis longtemps affranchies de la domination technologique et symbolique occidentale et font payer une certaine arrogance. L'arrogance qui a été ici de tout délocaliser, de penser que nous pourrions diriger une mondialisation où là-bas ils feraient des médicaments, ils feraient tout, ils feraient les divers éléments de la production industrielle et que nous n'aurions besoin, nous, que de gérer à distance et que de faire des services, qu'une économie de services rapporteuse en PIB, mais de faible production. Or, nous nous faisons prendre à ce piège-là. La réalité, c'est que nos élites, en tout cas nos élites, ceux qui nous dirigent, nous ont rendus totalement dépendants. On le voit depuis la Covid, depuis la crise de la Covid, et puis on le voit très très clairement avec la guerre en Ukraine, où la Russie semble très largement et beaucoup plus industrialisée, en tout cas en industrie lourde, et capable de faire face à plusieurs pays européens et aux États-Unis dans le domaine de la production, entre autres, militaire. Alors, beaucoup ont été choqués que les Chinois protègent leurs intérêts ou créent les conditions pour maximiser leur position. C'est étonnant que l'on soit étonné. C'est comme si maximiser sa position n'était quelque chose qui était accessible qu'aux Européens suite à la décolonisation. Eh bien, ce n'est pas le cas, ce n'est plus le cas. Et encore une fois, dans un domaine où il va être très 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 difficile de remonter la pente, les Chinois nous mettent dans une situation, nous maintenant, de dépendance totale et entière à leur technologie, à leurs terres rares et à tout ce qui va avec les aimants liés aux terres rares. On pourrait étendre cela à d'autres sujets, mais très récemment, la France avait travaillé avec la Chine il y a quelques années sur la mise en place de centrales nucléaires au thorium. Nous avons abandonné cela, nous avons abandonné cette coopération avec la Chine. Or, la Chine a ouvert déjà 2 centrales au thorium et dans ce domaine-là également est en passe de largement nous surpasser, alors que dans le même temps, nous avons fortement endommagé toute notre filière nucléaire. Il est vraiment temps de sortir de cette vision du monde qui nous place au pinacle alors que nous n'y sommes plus. Il est temps de se retrousser les manches et de reprendre le combat. Et se retrousser les manches, ça veut dire au moins faire au minimum comme eux l'ont fait. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est commencer à mettre en place des mesures protectionnistes intelligentes et d'arrêter de considérer que c'est les autres qui vont faire pour nous. Et puis de commencer à produire plus par nous-mêmes et pour nous-mêmes. En ce mois de janvier, s'est également tenu le 3e sommet du Sud. De quoi s'agit-il ? Il s'agit du G77, plus la Chine, qui est mené sous l'égide de l'ONU et qui en fait regroupe les pays dits du Sud. On pourrait y voir comme une sorte de grande instance d'un immense blabla, comme un lieu de sociabilité, d'une communauté internationale un peu parallèle, mais ça n'est pas vrai. Ça serait une vision tout à fait tronquée, qui serait une vision parfaitement décalée d'un Occident un peu trop sûr de lui. Bien au contraire, on a parlé juste avant du piège chinois, là on a en fait une nouvelle manière plus ou moins parallèle aux BRICS, puisque c'est largement mené par la Chine, de réorganiser le monde, de réorganiser son économie, et c'est ce que d'aucuns appellent le multilatéralisme. En fait, pendant ce sommet, qui était très très peu couvert, sinon relativement méprisé en Occident, se tisse un peu plus ce multilatéralisme que nous ne supportons pas, puisque nous sommes encore dans ce que
Emmanuel Todd décrit comme étant en stade final de mort, à savoir l'hégémonie occidentale sous domination des États-Unis. En ne prenant pas part à ce genre d'initiative, en ne faisant pas attention, eh bien on se coupe un peu plus du monde qui est en construction. Et bien évidemment, ceux qui n'ont pas suivi ne savent pas que le sujet principal qui a été discuté, eh bien, c'était l'appel à une réforme du système financier international. Cet appel à cette réforme ne signifie qu'une seule chose, la fin de la domination du dollar et de l'Occident sur la mondialisation. C'est cela qui est en train de se jouer et de manière accélérée. Et pour le moment, l'Occident hégémonique y perd des plumes. Alors que la guerre entre Israël et le Hamas s'éternise, guerre très violente, en particulier pour les civils, toute la région est en tension, et comme vous le savez, les Houthis du Yémen mènent des offensives en essayant de tirer des missiles de très longue portée vers Israël, ou de s'attaquer à des navires de commerce tendanciellement occidentaux. Bien évidemment, les Houthis laissent tranquillement passer les bateaux chinois et les bateaux russes. Alors la réaction, relativement peu intelligente, ce sont des frappes américaines sur les Houthis qui n'ont pas d'effet stratégique notable, si ce n'est de renforcer le statut des Houthis dans la région et de les conforter dans leur lutte, parce qu'ils apparaissent comme dangereux pour les États-Unis, au point de les frapper, et au point que régulièrement se font des rumeurs de coalition internationale, c'est-à-dire occidentale, d'intervention aérienne autrement au Yémen, ce qui serait bien évidemment une catastrophe, comme toutes les autres interventions des 30 dernières années, car elles sont menées sans réelle stratégie politique de sortie de crise. Et puis il faut rappeler que le Yémen a vécu une période de crise extrêmement grave, une guerre qui a duré plusieurs années, qui n'a intéressé personne en Occident, ou alors que très très peu de personnes. J'en ai fait partie, il était très 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 difficile d'en parler ici, y compris en utilisant des images abominables. Tout un tas de gens qui aujourd'hui sont légitimement, bien évidemment, choqués par ce qui se passe en Ukraine ou à Gaza, ont laissé passer des années d'une guerre qui a fait 250 000 morts civils au Yémen et des millions, on entend bien, des millions d'enfants malnutris, dont la croissance cérébrale et physique a été minée. C'était des photos d'enfants maigres, maladifs. Et c'est une guerre qui a été menée, entre autres, par l'Arabie Saoudite, entre autres et malheureusement avec du matériel de guerre français, dont les canons César. C'est là qu'on a vu combien qu'ils étaient efficaces, et soutenus par les États-Unis. Donc, et au final, sans succès immense, puisque les Houthis sont toujours là, ils sont bien évidemment très fortement liés au régime iranien, et avec les Houthis très au sud de la péninsule arabique et le Hezbollah, c'est la manière dont l'Iran tire les ficelles internationales, attisse le feu, de son côté aussi, sans s'impliquer directement, puisque ça serait une catastrophe, vu la situation relativement tendue, tant économique que sociale, en Iran. Le problème, c'est que les frappes telles qu'elles sont menées, encore une fois, n'ont pas d'objectif politique sérieux, et il n'y a pas de logique globale pour trouver une issue politique à une zone qui est très très en tension depuis des années, où les États-Unis sont beaucoup intervenus, où il reste des hommes, des troupes américaines en Irak,
qui ont été d'ailleurs récemment attaqués. Et on voit bien, malgré les rodomontades du président Joe Biden, que les États-Unis n'arrivent pas à trouver exactement la bonne attitude. Et la pire des attitudes, c'est peut-être celle qu'ils pourraient choisir, qui est une entrée en guerre supplémentaire, une entrée en guerre au Yémen, ou une entrée encore plus frontale par des bombardements sur l'Iran. Ce serait une catastrophe, et elle nous pend malheureusement au nez, car la situation politique de Joe Biden, qui est le candidat putatif des démocrates pour la prochaine élection présidentielle américaine, malgré son grand âge, et malgré qu'il n'ait pas l'air toujours d'être parfaitement câblé et d'être exactement là dans la pièce en même temps que les autres personnes. Mais bon, le camp démocrate n'a pas l'air de trouver d'autres solutions, et puis c'est une tradition que de reconduire le président en exercice pour un deuxième mandat. Eh bien, l'histoire nous montre que aller en guerre, dans la dernière année avant l'élection présidentielle, quand on n'est pas très très bon dans les sondages, est malheureusement une tendance lourde des présidents des États-Unis. La situation est très mauvaise en Ukraine. D'ici un an, elle risque largement d'empirer et d'être assimilée à une défaite que l'on annonce de facto. Une défaite pour l'OTAN. Après la défaite, le départ catastrophique au début de la présidence Biden d'Afghanistan, ça ferait mauvais genre. Ça ferait une mauvaise copie pour ce président. Donc il faut vite trouver quelque chose. Et malheureusement, on pourrait se retrouver là dans une tension supplémentaire uniquement mue par des considérations électorales et sans aucune solution de long terme pour cette région du monde. En ce moment, commence l'opération Steadfast Defender. Défenseur inébranlable. C'est le titre, c'est le nom d'une opération américaine. Ils ont toujours des noms très ronflants. Elle commence le 31 janvier et se finira fin mai. Et ce sera la plus grande simulation manœuvre militaire de l'OTAN depuis la fin de la guerre froide. 90 000 militaires de l'OTAN vont être mobilisés, 50 navires de guerre, des dizaines d'avions de combat, de l'Armorique jusqu'à l'est de l'Europe, et pour se préparer à faire face à un adversaire qui n'est pas nommé, mais qui est bien évidemment la Russie. Donc on est là dans une mise en tension supplémentaire. Alors il faut bien comprendre que dans les tensions qu'il y a avec la Russie et l'OTAN depuis des années, eh bien, ce genre d'exercice, on pense aux exercices Trident, entre autres, auxquels participait déjà depuis longtemps la Suède, alors qu'elle n'était même pas dans l'OTAN, eh bien, nous avions toujours des exercices de confrontation, de préparation de confrontation avec la Russie. Et nous sommes, on l'entend régulièrement dans les débats télévisés, relativement peu informés d'ailleurs, sur les questions géopolitiques et de guerre, cette double entrée qui est impossible en fait, totalement contradictoire. D'un côté, la Russie menace, si elle gagne en Ukraine, la Russie menacerait l'ensemble de l'Europe d'envahissement, et de l'autre côté, eh bien, on ne cesse de dire que la Russie a une armée nulle, qu'elle est massacrée, que les Ukrainiens sont extrêmement forts et vont gagner. Donc il y a une contradiction totale dans les propos. Alors bien évidemment que la réalité est tout autre, c'est malheureusement pour les Ukrainiens, la Russie qui est en train de gagner, qui a l'avantage des feux, 9, 10 contre 1 en termes d'artillerie, qui a largement les moyens en termes de munitions, qui a l'avantage tactique, l'avantage stratégique, l'avantage aérien, l'avantage des missiles. Et ça risque de mal se finir pour l'Ukraine, d'autant plus que nous n'avons pas les moyens de la soutenir comme nous promettions que nous allions la soutenir, et surtout le plan initial de Washington de détruire l'économie russe a
lui, totalement échoué. Donc, la frappe principale a échoué. Le reste n'est que une tentative de surnager dans cette année électorale. C'est pour ça qu'on fait persister l'agonie de l'Ukraine, qui pourrait se terminer tout à fait tragiquement, c'est-à-dire avec encore 200-300 000 jeunes Ukrainiens qui mourraient et une avancée encore plus importante de la Russie jusqu'au Dniepr, et les prises de Kharkov, Poltava, Zaporijjia, Dniepropetrovsk, pourquoi pas Odessa, et de la Transnistrie. Mais c'est ce qui pend au nez. Par contre, une invasion du reste de l'Europe, et donc de l'OTAN, puisque les autres pays sont dans l'OTAN, est de l'ordre de l'absurde. D'abord parce qu'on a oublié le phénomène de la dissuasion nucléaire. Alors, la Russie a 6000 têtes nucléaires, mais le seul pays, France, notre pays, qui est le seul en Europe, avec la Grande-Bretagne, à avoir une capacité de défense nucléaire stratégique en propre, peut raser totalement la Russie si besoin était. On ne peut pas être attaqué. Notre défense est sanctuarisée, entre autres, par nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Bien évidemment, l'OTAN dans son ensemble, avec 3 nations nucléaires, à savoir la France, la Grande-Bretagne et bien surtout les États-Unis, est totalement inattaquable par une Russie qui compte à peine plus de 140 millions d'habitants pour un Occident où on a l'Europe et l'OTAN qui comptent 800 millions d'habitants. On est sur du 5,5 contre 1, 6 contre 1 en termes de population. En termes d'armée, l'armée russe compte 1,2, 1,3 million de soldats et quelques 1 400 000, 1 500 000 réservistes. Rien que l'armée des États-Unis, c'est 1,4 million de soldats et 850 000 réservistes. Et les armées européennes mises en commun, c'est 1,9 million de soldats, plus tout le matériel. Donc tout ça est totalement insensé. Par contre, cet exercice va rajouter un peu plus de tension, va servir, encore une fois, la propagande de Joe Biden aux États-Unis, pour les Américains, pour montrer combien il affronte la Russie, mais il y aura un grand sacrifié au milieu, et ce sacrifié sera l'Ukraine. Alors pendant qu'on fait toutes ces opérations militaires, pendant qu'on y reviendra, on veut financer et armer encore plus l'Ukraine avec le peu qui reste de matériel viable et disponible dans l'Union européenne, alors que l'on se gausse de ce que fait la Chine avec les pays du Sud, alors que l'on méprise les BRICS, alors qu'on ne semble pas avoir de stratégie de long terme tant au Proche-Orient qu'au Moyen-Orient, eh bien, l'économie européenne, elle, s'effondre totalement. Comparons la croissance aux États-Unis et en Europe. Aux États-Unis, la croissance est de 4,9%, quasiment 5%, pour une Europe où elle est à 0,1%. L'écart de PIB entre les USA et l'Europe est absolument sidérant. Et quand on regarde le décrochage économique de la France par rapport à l'Allemagne, et de l'Allemagne par rapport aux États-Unis, eh bien, on tombe dans un gouffre. On a, pour les États-Unis, 78 422 $ en dollars courants de PIB, alors que pour l'Allemagne, nous sommes à 49 430, et pour la France, 42 645. Petit à petit, on va être 2 fois inférieur aux États-Unis. On approche littéralement du simple au double. Tout ça est à relier à l'interview que nous avons fait, entre autres, avec Nicolas Meillan, sur les conséquences de la guerre énergétique qui se livre actuellement, en particulier sur le dos de l'Europe. Regardons par exemple la compétitivité de l'industrie chimique européenne, industrie chimique
européenne, qui est surtout une industrie chimique allemande, eh bien, elle repose beaucoup sur les gaz et les naftes à bon marché. Or, ces gaz à bon marché n'existent plus comme matière première à transformer. C'est pour ça que nous avons de très très fortes délocalisations. La suspension ou la limitation du gaz naturel russe et son remplacement par du GNL américain ou du GNL russe, puisqu'on achète du GNL russe en finançant la Russie encore plus qu'on l'a financé avant en achetant le gaz naturel, mais en achetant moins de GNL. Bon, c'est littéralement absurde, mais c'est ainsi. Eh bien, met nos industries chimiques dans une situation impossible. Le résultat des courses, c'est que l'Allemagne est en récession, après la Grande-Bretagne, que la France y est de facto. On ne s'accroche qu'à quelques bouts de pourcentage, ou plutôt de décimales de pourcentage, pour éviter de dire que nous sommes en récession, mais nous y sommes bien là. L'Allemagne a l'économie la moins performante en 2023. Ce sont des milliers d'entreprises qui ont fermé. D'ailleurs, en France, ce sont également des centaines et des centaines d'entreprises qui ferment. On en parle très très peu car on n'a pas envie d'effrayer, mais la réalité est là. Dans le bâtiment, en se rappelant que quand le bâtiment va, tout va, c'est peut-être encore pire. On peut s'attendre à une division par deux de la mise en place de nouveaux bâtiments, c'est-à-dire la conséquence, c'est des centaines d'entreprises qui ne pourront pas avoir de carnet de commandes, et donc des centaines d'entreprises qui vont faire faillite. D'ailleurs, ça a été reconnu par la ministre des Finances allemande au Bundestag, qui se cache moins et fait moins l'autruche que notre Bruno Le Maire. En France, la situation est très très mauvaise, et il n'y a pas, dans le contexte dans lequel on est, c'est pour ça que on parle de défaite de l'Occident due principalement à ces dirigeants qui nous ont mis dans une situation improbable. En continuant les choses telles que nous les faisons, eh bien, il n'y a pas réellement de solution, si ce n'est d'encaisser une période qui va être très 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 difficile. Alors, défenseur inébranlable, l'opération de l'OTAN commence le 31 janvier et le 1er février, eh bien, ce sera le Conseil européen extraordinaire. Il fait suite au Conseil européen des 14 et 15 décembre qui a vu mettre en place le processus d'entrée de l'Ukraine et de la Moldavie dans l'Union européenne. Là, le sujet qui va être débattu est extrêmement important et double. Ça va être le budget extraordinaire, la révision du budget, du budget à long terme de l'Union européenne, afin, entre autres, de pouvoir financer l'Ukraine, à hauteur de 50 milliards. Il faut bien considérer la situation où nous sommes. Il y avait eu la crise de la Covid, il y avait eu la politique de relance, vous vous souvenez, l'emprunt de 700 milliards, qui permettra à la France de toucher 40 milliards, mais qui fera qu'on devra payer 80. Les dettes colossales accumulées par les États, c'est quand même plus de 400 milliards qui ont été ajoutés pour la France en 3 ans. Situation économique très difficile, une inflation forte, la révolte des agriculteurs qui n'arrivent pas à être rémunérés. Là, on va trouver 50 milliards pour l'envoyer en Ukraine dans un contexte de guerre qui a très très peu de chances d'être emporté par l'Ukraine dans les conditions où elle est menée. L'Europe devrait trouver une voie pacifique et négocier, et non pas continuer de s'appauvrir, de perdre des moyens et d'entraîner l'Ukraine dans son propre effondrement. Pourtant, c'est ce qui va être discuté lors de ce Conseil européen qui est d'une très grande importance. Et une autre importance, c'est que l'enjeu, et ça a été quelque chose qui a été discuté lors du Conseil européen du 14-15 décembre, qui a été discuté le 20 décembre, juste avant Noël à Bruxelles, et qui a été très 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 peu commenté. C'était très malin parce que ça a été fait juste avant Noël. C'est la mise en place
d'un processus qui a été initié par Emmanuel Macron, qui veut construire la souveraineté européenne, cet oxymore, avec Olaf Scholz, à savoir la fin de l'unanimité dans la prise de décision. Le problème se pose très très concrètement dans l'octroi des 50 milliards à l'Ukraine par la Hongrie, qui peut faire veto, par la voix de Viktor Orban. Or, l'idée de Emmanuel Macron et d'Olaf Scholz et de quelques autres est de dépasser ce cadre-là et de sortir de ce droit de veto des États pour arriver à une majorité qualifiée, que les grandes décisions de l'Union européenne ne soient pas prises à l'unanimité de la décision des États membres, mais à une majorité. Ce serait, en dehors du fait que ça permettrait, je pense, à mauvais escient de financer l'Ukraine, ça permettrait surtout d'avancer d'un grand bond en avant vers le fédéralisme européen et de transformer la Commission européenne, qui n'est qu'un organe de gestion normalement des fonctionnaires de l'Union européenne, malgré les prérogatives que s'accorde Madame von der Leyen, ça n'est que cela, eh bien ça permettrait de la faire transiter à un gouvernement exécutif de facto qui aurait des pouvoirs élargis dans les domaines, entre autres, de la géopolitique et de la sécurité. En tout cas, ce serait la fin du droit de veto des États. Ce qui serait une catastrophe, entre autres, pour nos agriculteurs, puisqu'en ce moment, nous avons ce mouvement des agriculteurs dont nous avons beaucoup parlé, entre autres avec Philippe Grégoire. Eh bien, nous ne pourrions pas revenir, par exemple, sur le Mercosur, sur aucune des dispositions du Mercosur. Nous serions coincés par le fait que nous n'aurions plus même les moyens ultimes de notre souveraineté. L'enjeu est très important, donc c'est quelque chose qu'on va suivre, et c'est un des enjeux de ces élections européennes de cette année. C'est pour ça qu'elles sont si importantes, c'est pour ça qu'il faut y participer. C'est pour ça qu'il faut en parler. Il est totalement inadmissible que nous perdions définitivement la France. C'est-à-dire, si la France n'a plus son mot à dire sur rien et que ce sont d'autres pays qui peuvent décider de son destin, eh bien, elle n'existe plus. Cette nation n'existe plus. Ce serait bien évidemment une catastrophe et nous nous y opposerons de toutes nos forces et par tous les moyens. Alors, pendant que se tiennent toutes ces discussions sur l'avenir institutionnel de l'Europe, que l'Union européenne veut tout faire pour ne pas voir la victoire de la Russie, ce sont les mots d'Emmanuel Macron lors de son allocution aux Français, eh bien la Russie, elle, continue à nous tailler des croupières en Afrique. C'est ainsi que le 24 janvier dernier, donc il y a moins d'une semaine, eh bien c'est Mahamat Idriss Déby, le fils du dictateur Idriss Déby du Tchad, qui est allé à Moscou, où il a rencontré Vladimir Poutine. Monsieur Mahamat Idriss Déby y a dit que la Russie et le Tchad étaient des pays frères. Alors, ça pose un petit problème, car cette visite consistait à renforcer les relations bilatérales entre le Tchad et la Russie, et entre autres, dans le domaine de la coopération militaire. Or, le problème, c'est que le pouvoir tchadien est le dernier sur lequel la France peut s'appuyer au Sahel. D'ailleurs, l'armée française a des troupes au Tchad, où elle entretient encore un contingent, et c'est le dernier partenaire privilégié de la France au Sahel. On a eu le retrait des forces françaises du Mali en août 2022, du Burkina Faso en février 2023 et du Niger en décembre dernier. À chaque fois, les Russes étaient là. Alors, on peut considérer que ce sont les Russes qui nous poussent dehors, mais en fait, c'est pas ça la réalité. Ils nous poussent dehors, mais surtout, ils profitent de notre incurie et de notre incapacité à tenir notre rang, à notre incapacité à respecter nos partenaires, à notre incapacité à tisser des nouvelles relations commerciales plus égalitaires, alors même que la France investit
encore aujourd'hui, beaucoup plus que la Russie. Mais la Russie se positionne. D'ailleurs, la guerre désastreuse en Libye qui a conduit à ce chaos colossal au Sahel et où notre pays tient une responsabilité assez importante, eh bien, la plus grande partie de la Libye est sous le contrôle de généraux qui sont proches de Moscou. La Libye est au nord du Tchad. On voit bien la manière dont se referment les taux. Et donc, encore une fois, alors que nous fantasmons notre puissance, alors que nous avons un président qui se discrédite et discrédite notre pays à chaque fois qu'il fait une sortie, en particulier en Afrique, eh bien, très concrètement, notre influence dans les pays africains avec lesquels nous partageons une histoire commune, faite de douleurs, de conflits, mais aussi de succès, de fraternité, d'amour, d'amitié, de famille, eh bien, la France se perd en Afrique et petit à petit est remplacée par d'autres puissances, ce qui montre qu'il y a une réelle transition et que effectivement l'Occident est défait. Typiquement, cette visite d'Idriss, de Mahamat Idriss Déby à Moscou n'est que la queue de comète d'une défaite française en Afrique. C'est tragique. Les relations avec l'Afrique devront être repensées par ceux qui reprendront le pouvoir en France, mais tout est à reconstruire dans ce domaine-là également. On ne peut pas parler d'international, justement, sans parler des élections aux États-Unis qui, en fait, ont commencé. Alors, si le candidat démocrate sera a priori Joe Biden, a priori, le candidat des républicains, tout à fait étonnamment parce qu'il a été battu la dernière fois, sera Donald Trump. Ce mois de janvier ont commencé les caucus, c'est-à-dire les primaires aux États-Unis, les primaires républicaines, qui permettent de déterminer entre différents candidats républicains lequel représentera la famille politique des républicains aux États-Unis. Et le premier caucus s'est tenu ce 15 janvier dans l'Iowa, et ça a été une victoire écrasante de Donald Trump sur ses deux opposants principaux, c'est-à-dire Ron DeSantis, le gouverneur de Californie, et Nikki Haley, cette femme qui a été l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Ron DeSantis a eu 8 délégués, Nikki Haley en a eu 7, et puis 3 sont allés à un candidat encore plus secondaire, et Donald Trump en a eu 20, c'est-à-dire plus que tous les autres candidats réunis. Donc après ce caucus, Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, je ne sais pas si j'ai dit Californie, non, mais c'est bien le gouverneur de Floride, un État très important, a retiré sa candidature et a apporté son soutien à Donald Trump. Donc c'est finalement un duel très très largement inégal qui va se tenir pendant les mois à venir jusqu'au moment principal qui sera le 5 mars, qui sera le Super Tuesday, c'est-à-dire le jour où 50% des délégués seront désignés. Mais d'ici là, il y aura d'autres caucus. Donc ce sera un combat chez les républicains entre Nikki Haley et Donald Trump. Et pour le moment, c'est tenu un deuxième caucus, une deuxième primaire à l'est, cette fois-ci dans le New Hampshire. Et là, Donald Trump l'a emporté de très très loin, de plus de 11%. Devant Nikki Haley, donc 58% des suffrages contre 42-43% pour Nikki Haley. Or, dans l'histoire des États-Unis, il n'est jamais arrivé qu'un candidat gagnant les deux premiers caucus de l'Iowa et du New Hampshire ne soit pas le candidat désigné par son parti. Donc, a priori, on est dans une situation où Trump va être le candidat principal, sera le candidat des Républicains. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce Super Tuesday va se tenir le lendemain
de la date fixée par le procès fédéral contre Donald Trump. Et là, on a un risque de mise en tension colossale aux États-Unis où, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, de toute façon, ce n'est pas notre pays, Trump est le candidat d'une moitié de l'Amérique qui est en conflit idéologique, culturel avec l'autre moitié de l'Amérique. Et si Donald Trump est empêché d'être candidat en raison, officiellement, de ses tentatives de renverser le résultat de l'élection de 2020, où il avait perdu contre Joe Biden, on sera dans une situation très très improbable et très très dangereuse aux États-Unis même. Donc c'est quelque chose qui est à suivre avec attention. C'est explosif. Et pour le moment, s'il y avait une élection Donald Trump-Joe Biden, Donald Trump gagne très largement. On l'a vu, les moyens pour un Joe Biden qui est physiquement, intellectuellement, visiblement très très affaibli, qui est en grand manque de succès sur la scène internationale, on l'a vu, un des risques, eh bien, c'est qu'il n'appuie sur le bouton guerre, comme cela a trop souvent été le cas, pour redorer son blason, car les Américains ont cette tendance à aller soutenir leur président quand commence un nouveau conflit. Donc, très, très, très en tension, situation très dangereuse aux États-Unis, à suivre de près. Et rapidement, on ne peut pas ne pas évoquer Davos pour terminer cette séquence internationale, cette réunion annuelle qui se tient dans les Alpes suisses tous les ans en janvier. Là, c'était du 15 au 19 janvier et qui réunit les très grands patrons de multinationales, de très grands artistes et bien évidemment des chefs d'État. Alors, les sujets, le thème, c'était restaurer la confiance. Mais on voit bien dans ce Davos qu'il y avait une sorte d'angoisse qui planait, parce que Davos, c'est surtout la vitrine du monde occidental qui donne ses ordres au reste du monde. Or, ce n'est plus exactement la manière dont ça fonctionne. Et on voit bien que restaurer la confiance, c'est restaurer la confiance en l'Occident. Et d'ailleurs, une des thématiques était sécurité et coopération dans un monde fracturé. Bon. C'est sûr que le monde est fracturé et l'axe principal de ces discussions consistait à trouver la paix entre l'Ukraine et la Russie, sauf que la Russie n'était pas invitée aux discussions de paix. Donc bon, on a déjà dit, c'est assez absurde. Les négociations de paix se font entre adversaires, pas entre gens qui sont d'accord entre eux. Ce qui fait que Davos a accouché d'une souris dans le domaine, puisque il y a une sorte de résolution qu'il faudrait qu'il y ait la paix, mais aux conditions de Zelensky et de l'Ukraine et de l'OTAN avant le début du conflit. Bon, c'est pas exactement ce qui est en train de se passer. Et malheureusement, comme l'a déclaré Vladimir Poutine lors du précédent conseil, en même temps que se tenait le précédent conseil européen, les 14 et 15 décembre dernier, eh bien, comme l'Occident refuse de discuter, en particulier les États-Unis refusent de discuter sur les bases proposées par les Russes avant le conflit, c'est-à-dire la neutralisation de l'Ukraine et sa non-entrée dans l'OTAN, et ils vont continuer avec l'option militaire. Ça a été clairement dit, et Vladimir Poutine a clairement défini la prochaine cible, que sera à un moment donné la ville d'Odessa, c'est-à-dire la prise de contrôle totale et définitive de tout ce qui fait la richesse réelle de l'Ukraine utile, en tout cas utile économiquement. Voilà, à Davos, il y a un constat que le monde change à grande vitesse, mais voilà, les puissants aimeraient qu'il ne change pas tant à grande vitesse que ça. Sur l'économie, c'était pas la grande joie non plus à Davos. Il a été prévu qu'il y aurait un affaiblissement de l'économie globale en 2024 et devinez surtout en Europe.
avec une croissance en Asie, une croissance en Russie et une croissance aux États-Unis. Donc le trou noir, ça sera chez nous, en Europe. Les taux devraient baisser aux États-Unis, mais pas en Europe. Et l'inflation risque, selon les prévisionnistes de Davos, de rester haute. Devinez surtout, et surtout en Europe. Bon. Ce qui fait que l'économie réelle, mais surtout l'investissement, vont très probablement souffrir des effets conjoints négatifs sur l'économie, bien évidemment, ou principalement en Europe. Alors là, Madame Lagarde, qui est la présidente de la Banque Centrale Européenne, elle a carrément annoncé une année instable et non normale. Et elle a appelé à renforcer l'Union européenne en prévision d'une potentielle élection de Donald Trump. Donc, Madame Lagarde a préconisé de pousser vers le fédéralisme dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la fin de l'indépendance des États membres. Enfin, on n'est déjà plus très indépendant, mais la fin définitive de l'indépendance des États membres de l'Union européenne pour passer à une forme fédérale si jamais Donald Trump gagnait. On voit bien comme chaque prétexte sert à faire avancer un peu plus le fédéralisme européen et la fin de notre souveraineté. Et que bien évidemment, il faudrait que l'Europe prenne le relais des États-Unis sur le soutien à l'Ukraine. Alors on a vu, cette Europe qui va le plus souffrir de la crise économique va devoir prendre sous son aile une Ukraine qui est économiquement dans un état évidemment absolument catastrophique. Là encore, le ministre des Finances allemand a reconnu que l'Allemagne était l'homme fatigué, avec une récession de moins 0,3% prévue. Et il a prévu un programme d'austérité de 17 milliards d'euros. Et donc des programmes d'austérité qui vont aggraver le problème. Parce que les programmes d'austérité qui sont imposés au peuple européen depuis 30 ans n'ont fait qu'aggraver la situation économique, puisque ça ne relance pas l'économie, ça la fige dans une situation mauvaise où elle se trouve. La Chine annonce, elle, 5,2% de croissance, sans avoir la nécessité de faire des stimuli massifs, parce que les États-Unis, contrairement à l'Union européenne, eux font des stimuli massifs en investissant massivement donc, dans leur économie. Donc c'était une petite pique de la Chine aux USA, de dire que eux, ils arrivent à relancer leur économie sans avoir besoin d'imprimer des billets. Donc on a là encore, à Davos même, le constat qu'on a un monde occidental qui va mal, et qui va mal, encore une fois, de son propre fait. Bon, on a eu 2 moments amusants à Davos. D'abord, c'était George Soros qui pense, que Trump ne sera pas élu. Donc, il a dit qu'il ferait tout pour qu'il ne soit pas élu. Bon, c'est bien. Et puis, on a eu un discours de Milei, qui était là, le nouveau président argentin, qui a un peu amusé les participants. Poco loco, comme on dit en espagnol. Donc, il a dit qu'il fallait absolument rejeter le socialisme, et tout libéraliser. Et il a trouvé toutes les interventions des dirigeants beaucoup trop interventionnistes. Bon, on a affaire à un vrai fou. On en a parlé ici déjà. On va voir jusqu'à quel niveau d'effondrement il va réussir à amener cette pauvre Argentine. On a eu un autre moment d'humour, cette fois par Madame Ursula von der Leyen, qui a fait un speech où elle a dépeint la Russie comme isolée. Donc, vous vous rappelez, il y a 15 mois maintenant, devant le Parlement européen, Madame von der Leyen disait que les sanctions fonctionnaient extrêmement bien, que l'économie russe était à bout, que tous les indicateurs dont elle avait à sa disposition montraient combien l'économie russe était à bout, que cela allait conduire à une incapacité à conduire la guerre, et que la Russie était isolée. Donc, Madame von der Leyen, cas idéal typique des dirigeants actuels européens, n'arrive pas à sortir de son fantasme. C'est-à-dire que le monde qui se déroule, les choses se déroulent totalement différemment devant elle, elle n'arrive pas à le voir. C'est-à-dire que là, on est dans le déni le plus total et exprimé ouvertement donc à Davos.
Donc elle a insisté également sur la faillite militaire de la Russie. Voilà. Donc selon Madame von der Leyen, la Russie est au bord de l'effondrement militaire et aurait perdu la moitié de ses capacités militaires. Mais en même temps, ce pays qui est effondré, isolé et qui a perdu la moitié de ses capacités militaires menace d'invasion le reste de l'Europe. Donc non seulement on est dans des fantasmes, mais dans des fantasmes plus la schizophrénie, qui se succèdent les uns derrière les autres, dans les discours de certains de nos dirigeants, en particulier celui de Madame von der Leyen. On n'est vraiment pas dans quelque chose de sérieux et quelque chose de très très dangereux pour nous, Européens et peuples composant cette Union européenne. Et donc c'est sur cette touche d'humour que nous devons Madame von der Leyen, l'inénarrable Madame von der Leyen, que nous finirons ce tour de piste international un peu long. J'en suis désolé, c'est parce que, voilà, je le répète, il y a eu ce mois qui a été de janvier un peu compliqué en termes de santé pour nos équipes et pour moi-même. Nous allons reprendre le rythme normal. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode de la revue de presse. Ça va swinguer de plus en plus avec la récupération de notre énergie. Si vous avez suivi jusque-là, n'oubliez pas de liker si ce n'est pas déjà fait, de commenter, de partager auprès de vos amis. Et je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Et pour ceux qui ont la capacité, n'oubliez pas de cliquer sur le lien et de nous faire un petit don de 5 € pour nous permettre de faire de plus grandes choses. Merci à vous, à très bientôt.